Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré aux courbes planes définies par une équation polaire. On est dans le plan affine euclidien P, orienté par un repère orthonormé direct OIJ, parce qu'on va utiliser les angles. On a une fonction f définie sur un intervalle I de R à valeur dans P, de classe C1, et on appelle courbe d'équation polaire ρ égale fθ, l'arc paramétré IG, où G est la fonction qui a θ appartenant à I, fait correspondre le point M de coordonnées fθ cosinus θ, fθ sinus θ dans P. L'arc est de classe C1 parce que f est C1 et que cosinus θ, sinus θ sont C infini. On notera vecteur uθ égale cosinus θ I plus sinus θ J, c'est-à-dire le vecteur qui fait un angle θ avec x, donc c'est celui-là. Et on remarque que ça... Alors il est C infini bien sûr, hein, parce que ses coordonnées sont C infini, et sa dérivée nous donne ça, et sa dérivée seconde nous donne ça. Donc les coordonnées de uθ c'est cosinus θ sinus θ, celle de u'θ c'est moins sinus θ cosinus θ, le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 1, et donc ils forment une base orthonormée directe du plan. Là V, vous voyez, vθ il est là. Bon, j'ai noté U au lieu de uθ et V au lieu de u'θ. Je remarque que U seconde θ c'est égal à moins uθ. dm sur dθ, ça fait f'θ uθ plus fθ u'θ. Donc il est nul si et seulement si, puisque ces deux vecteurs-là forment une base, si et seulement si fθ égale f'θ égale 0. Mais dire que fθ est égal à 0, ça équivaut à dire que le vecteur OM est égal à O, puisqu'on a cette relation, et que le vecteur U n'est pas nul. Donc ça équivaut que M est en haut. Donc si M est différent de O, dm sur dθ est différent du vecteur nul, et on a affaire à un point régulier. Par contre, il est possible que M soit en haut, et que, donc à ce moment-là, on a fθ égale 0, et que f'θ soit différent de 0. Voilà. Donc là, on regarde maintenant la tangente en un point M différent de 0, c'est-à-dire un point régulier. L'angle V que fait dm sur dθ avec la droite OM, hein. Alors la droite OM qui est aussi la droite OU, puisque M est égal à O plus quelque chose fois le vecteur U. Hein. Donc elle va être donnée, elle est donnée cette tangente en divisant sinus θ par cosinus θ. Pardon. Les coordonnées elles sont ici fθ, dm sur dθ. fθ sur f'θ, si f'θ est différent de 0. Et sinon, si f'θ est différent de 0, est égal à 0, fθ lui il n'est pas nul puisque on a affaire à m est différent de O, et donc ça va nous donner quelque chose divisé par 0, ça va faire l'infini, donc on a une tangente en fait un angle de pi sur 2 plus kpi et une tangente verticale. Hein, voilà. Alors sur un dessin, j'ai mis OM. Collinéaire au vecteur U, hein, puisque vecteur OM est égal à fθ U, d'accord. Donc voilà, et puis j'ai mis dm sur dθ. Alors f'θ, c'est coordonné par rapport à V, c'est fθ, par rapport à U, c'est f'θ, hein, dm sur dθ, je veux dire. Donc voilà la tangente, d'accord. Et voilà l'angle qu'elle fait avec U. D'accord. C'est l'angle V donc, qui est donné par ça. Et cet angle, il fait pi sur 2. Alors j'ai dit vertical tout à l'heure, c'est vertical par rapport à U, hein, bien sûr. fθ est différent de 0. Alors on remarque, si fθ est différent de 0, alors dm sur dθ et U sont indépendants, puisque il y a une coordonnée ici, la coordonnée en V qui n'est pas nulle. Donc ce vecteur-là ne sera pas collinéaire à U. Voilà. Et donc à ce moment-là, si fθ est différent de 0, c'est-à-dire si dans un point régulier, en fait, hein, dans un point régulier, la tangente en M ne passe pas par O. Voilà. Dans un point... non, quand M est différent de O, la tangente en M ne passe pas par O. Voilà. Notation.
désormais, on posera ρ égale fθ, mais en fait, on devrait écrire ρθ, hein, c'est une fonction de θ. Ρ' égale f'θ, ρ km, alors à condition que f soit de classe ck, hein, est égal à f km θ. Donc u, ça sera le vecteur de cosinus de coordonnées cosinus θ, sinus θ, c'est-à-dire je l'appellerai plus uθ. M qui dépend de θ, c'est O plus ρu. Je note M', le vecteur dm sur dθ, qui est égal à ρ' θ, donc ρ' uθ, bah, u plus ρ u'. Hein. Je remarque que la longueur OM, qui est la norme du vecteur OM, hein, longueur OM, est égale à la norme de ρu, c'est-à-dire la valeur absolue de ρ. Attention, ça ne fait pas toujours ρ, c'est-à-dire que si ρ est négatif, OM est égal à moins ρ. Et à ce moment-là, OM, comme le vecteur OM, il est égal à ρ qui est négatif uθ, il va être de sens opposé au vecteur u. Concavité, donc nous avons une courbe donnée par une équation polaire, ρ est de classe C2. On a vu que dm sur dθ qu'on note vecteur m' est égal à ρ'u plus ρu'. Si on redérive une autre fois, puisqu'elle est de classe C2, on va obtenir m seconde qui est égal à ρ seconde u, alors ρ seconde u, plus ρ'u', ici plus ρ'u', donc il y en aura deux, et plus ρ u seconde, mais u seconde c'est moins u. Donc on va obtenir ça. Et on peut faire le calcul, il est très simple, ρ m seconde moins 2 ρ' m', on va trouver à partir de ces deux égalités ce résultat-là, et donc notamment que c'est un vecteur collinéaire au vecteur u. Le déterminant des vecteurs m', m seconde, bah, on peut le calculer dans la base orthonormée ρ', et comme les coordonnées sont ρ', et ρ seconde moins ρ de ρ', on obtient facilement cette quantité-là, ce nombre-là, que j'appelle d, qui dépend de θ. Évidemment, m', m seconde sont indépendants si et seulement si d est différent de 0. Alors ce d, c'est l'opposé de ce truc-là, si bien que ça, c'est exactement moins d. D'accord ? Voilà. Donc OM, eh bien, vecteur OM, il est égal à ρu, et ρu, quand je divise ça par ça, je vais obtenir, donc je multiplie par ρ ce truc-là, donc, et comme je divise par moins d, ça fait moins ρ2 sur d m seconde, plus 2 ρ', vecteur m' sur d. Donc le vecteur MO qui est égal à l'opposé, donc est égal à ça. Donc là j'ai le vecteur de la tangente, hein, d'accord, M', vecteur M'. Alors, le vecteur M', hein, qui est égal à ρ'u plus ρu', il est non nul parce que j'ai supposé que M est différent de O, d'accord. M différent de O, ça veut dire que ρ est différent de 0. Donc j'ai une composante en U'. D'accord ? Voilà. Donc là j'ai bien une tangente. Et là j'ai, pour M seconde, qui n'est pas collinéaire à M', je vois que j'ai une coordonnée. Alors il y a ρ2 qui est positif. Et donc M seconde sur D, bah, le sens de ce vecteur va dépendre du signe de D. Et je vois que O va être dans le demi-plan de frontière M' contenant M plus M seconde, si et seulement si D est positif. À ce moment-là, je vais avoir, on peut dire que la concavité que la courbe tourne sa concavité vers O. Hein, c'est-à-dire que MO va dans le demi-plan, faut imaginer la tangente ici, va dans le demi-plan qui contient le vecteur m seconde. Alors que si d est négatif, le ρ2 sur d va aller dans le sens contraire de m seconde. Et la concavité tourne
la courbe tourne sa concavité à l'opposé de O, c'est ce qu'elle a. Voilà. Donc, si D est positif, O est dans la concavité, et sinon, O n'est pas dans la concavité. Ρ est de classe C2, donc D est égal à ça, et continu, hein, puisque classe C2. Et donc, si D est positif en θ0, D est positif sur un voisinage de θ0. Idem si D est inférieur à 0. Donc, en fait, sur ce voisinage, pour θ inférieur à θ0, non, si D est non nul en θ0, j'aurai donc un voisinage sur lequel la concavité sera toujours tournée dans le même sens. Hein, d'accord ? Et idem si D est négatif. Inflexion, point d'inflexion, ρ est de classe C2, M différent de O, M', j'ai donc dit, est différent du vecteur nul, c'est un point ordinaire en θ0. Supposons que dθ s'annule en θ0, autrement dit que dθ0 est égal à 0. Et change de signe, hein, donc ça veut dire que pour θ inférieur à θ0, il est d'un certain signe, et du signe contraire pour θ supérieur à θ0. Alors, M', M seconde vont être libres si θ est différent de θ0, puisque D ne sera pas nul, hein, et collinéaire en θ égale θ0. Alors, il va donc y avoir, puisque ρ change de signe, un changement de concavité, d'après ce qu'on a dit précédemment, et donc on va avoir un point d'inflexion. Étude maintenant au voisinage du pôle. Donc on suppose que M en θ0 est confondu avec l'origine du repère, ce qu'on appelle le pôle. Donc ça veut dire que ρ en θ0 est égal à 0. Donc le vecteur M', puisque ρ est égal à 0, va être égal à ρ' de θ0 U0. Alors, il y a deux cas. Dans le cas où ρ' θ0 est différent de 0, on a un point régulier puisqu'on a une tangente qui va être orientée par le vecteur U0. Et si ρ est de classe C2, on a dθ0, ben je reprends la formule hein, qui est ici, qui est égale à ça. Et comme ρ θ0 vaut 0, il ne reste plus que 2 ρ' de θ0 au carré qui est strictement positif. Les vecteurs... comme c'est strictement positif, ces deux vecteurs-là sont libres. M seconde, alors je l'ai appelé M0 seconde, hein, ça veut dire L seconde en θ0, M' en θ0. Hein. Et bien je reprends cette formule-là, il est égal à, oui, celle-là, ou bien, oui, je reprends celle-là, il est égal à ρ seconde, ρ vaut 0, donc ρ seconde U0, plus 2 ρ' U'0, et M, d'après Taylor, M en θ0 plus H pour H suffisamment petit est égal à M en θ0, c'est-à-dire O, plus H M' en 0, plus H2 sur 2 M seconde 0, pardon, plus H2 epsilon de H qui tend vers 0 quand H tend vers 0. Donc ça fait H, et là je remplace M'0. Alors M'0... M'0 que j'avais déjà calculé, hein, qui était égal à ρ' θ0 U0. Donc ici j'ai un H ρ' 0 U0 plus H2 sur 2. Et là je mets M seconde qui, je l'avais vu, est égal à ρ seconde U0, plus, lui il vaut 0 plus 2 ρ' U', plus H2 epsilon de H. Qui a des coordonnées epsilon 1, epsilon 2 dans le repère U0, U'0, puisqu'il est, c'est bien un repère, hein, ils sont libres. Donc M égale O plus H ρ' de θ0 plus H2 sur 2 ρ seconde de θ0 plus H2 epsilon 1 de H et le tout fois U0 plus, et maintenant je regarde en U'0, je vais avoir 2 qui se simplifie par 2, ça fait H2 ρ' en θ0 plus epsilon 2 H, H2. U'0. Alors, ça c'est équivalent, ce qui va rester, parce que ça c'est négligeable, et ça c'est négligeable devant ça, donc c'est équivalent à ça, U0 bien sûr, hein, plus, et là c'est équivalent à H2 ρ' θ0. Et là, il y a un signe qui ne change pas, c'est le signe de ρ' θ0, puisque H2 est positif. Alors que là, ça change de signe suivant U0. Donc si j'ai U0 avec la tangente,
dans un voisinage qui entoure θ0, donc là on est en haut, hein, puisque le point est confondu avec l'origine du repère, eh bien on va avoir une courbe qui va être comme ça, d'accord, et dirigée vers, alors U'0 pas forcément, c'est-à-dire la concavité peut aussi être dans l'autre sens, ça peut être dirigé vers l'opposé, suivant le signe de reprime θ0. Voilà. Donc, concavité dirigée vers reprime de θ0, vecteur U'0. On étudie maintenant le cas où M est toujours en θ0 confondu avec O, centre du repère, et donc pôle, et donc ρ θ0 égale 0, mais cette fois-ci avec ρ' de θ0 égale 0. Soit P le plus petit entier naturel s'il existe, vérifiant ρPM de θ0 est différent de 0, ce qui suppose que ρ est de classe CP. Mais en réalité, comme on en aura besoin après, j'ai besoin de ρ de classe CP plus 1. Donc je prends de classe P plus 1. Pardon. M est égal à O plus ρU, j'applique la formule de Leibniz et j'ai tout de suite la dérivée énième qui est égale à ça. D'accord ? Alors si je prends n inférieur, donc je prends n inférieur ou égal à p, d'accord, pour n inférieur à p, tous les ρ km de θ0 vont être nuls, d'accord, donc ça fera 0. Et pour n égale p, il va rester juste le dernier terme qui correspond à k égale p et qui me donne 1 ρPM de θ0 u en θ0, c'est-à-dire ρPM de θ0 u0. Voilà. Et si n est égal à p plus 1, il va me rester les deux derniers termes, j'applique toujours cette formule, il va me rester cp plus 1 p, donc il fait p plus 1, ρp plus 1 de en θ0, ρPM en θ0, et là je remplace k par p, donc ça fait u'0, plus, et le terme en P plus 1, bah lui ça fait 1, ρ P plus unième en θ0, U0. Et si je prends les coordonnées de ces deux vecteurs, je cherche le déterminant dans la base U0, U'0, parce que je sais que c'est une base orthonormée directe, je vais obtenir facilement que ça me fait P plus 1, ρ PM de θ0, c'est pas U0, hein, ici je me suis trompé, c'est θ0. C'est θ0 et au carré. Et donc c'est positif. Et donc ces deux vecteurs forment un système libre. Je vais la formule de Taylor maintenant, donc une somme de hk sur factoriel k, mkm de θ0, mais les premiers sont tous nuls. Donc on va commencer à l'ordre p, puis celui à l'ordre p plus 1, puis une partie négligeable devant HP plus 1. Donc ρ est bien de classe CP plus 1. J'appelle epsilon 1 et epsilon 2 les coordonnées de epsilon dans la base U0 ou U'0. Epsilon de H tend vers 0 quand H tend vers 0. M est égal à O, HP sur factoriel P, celui-là il est égal à ça. Celui-là, bah, là, ça je le remplace par ça. Donc ça va me faire ça, plus ça. Et puis j'ai le HP plus 1 epsilon 1 H U0, epsilon 2 H U'0. Donc quand je regroupe les U0 ensemble, les U'0 ensemble, bah, la coordonnée en U0 elle est équivalente à ça. D'accord, je prends le terme de plus petit degré. Et l'autre à ça. Bon, alors maintenant, pour faire un dessin, il y a deux cas possibles. Si P est pair. P est pair, HP, ça reste positif, donc ça va aller dans le sens de cette quantité-là, parce que ça c'est pas forcément positif, ça peut être négatif. Donc sur mon dessin, ça pourrait très bien partir de l'autre côté. Bon, et par contre ça va changer de signe. Donc là, par rapport à U'0, on va être d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc ça fait ça, mais en fait, comme je l'ai dit, ça pourrait faire ça aussi. On est dans un rebroussement de première espèce. Ici, P est impair. Alors ça peut changer de signe. Donc par rapport à U0, ça peut changer de signe. Mais par contre, par rapport à U'0,
comme P plus 1 est pair, ça va être toujours, ça va aller dans le sens de ρ Pm de θ0, U'0. D'accord? Donc, la concavité, la courbe, va être tournée, pas forcément vers U'0, hein, ça peut être de l'autre côté, vers ρ Pm de θ0, qui n'est pas nul, U'0. Voilà les possibilités. Alors, nous voyons maintenant les branches infinies pour les courbes définies par une équation polaire, donc ρ de l'intervalle I vers R, F qui a θ appartenant à I donne O plus ρθ Uθ avec une notation habituelle. θ0 c'est un point de R bar qui est une borne ouverte de l'intervalle I. La courbe IF présente une branche infinie en θ0 si limite de la longueur OM θ, donc M qui dépend de θ, quand θ tend vers θ0, alors OM θ c'est la distance entre O et F de θ, hein, est égale à plus l'infini, ce qui équivaut à dire, parce que je prends la norme de ça, c'est valeur absolue de ρθ, norme de Uθ, ça fait 1. Donc ça fait limite de valeur absolue de ρθ, quand θ tend vers θ0 est égal à plus l'infini. Mais comme phi est continu, ça veut dire que soit la limite de ρθ est égale à plus l'infini, ou bien qu'elle est égale à moins l'infini. Si θ0 appartient à R, bah, U de θ0, comme cosinus et sinus sont continus, la limite quand θ tend vers θ0 de Uθ, ça donne le vecteur U0 de coordonnées cosinus θ0, sinus θ0. Le vecteur f de θ sur norme de f de θ, bah, c'est ρθ vecteur U sur ρθ, norme de ρθ U. Alors, comme le vecteur est unitaire, bah, ça fait valeur absolue de ρθ. Et ça va être égal à plus ou moins 1. C'est-à-dire que si limite de ρθ tend vers plus l'infini, ça, à partir d'un certain rang, ça va être positif. Et donc, les deux seront égaux et ça tendra vers U0. Et puis, si ça tend vers moins l'infini, eh bien, ça sera égal à moins ρθ à partir d'un certain rang. Et puis, donc, ça nous fera moins U0. Si θ0 est égal à plus l'infini ou moins l'infini, ρθ sur valeur absolue de ρθ, elle va tendre vers quoi? Bah, 1 si la limite de ρθ est égale à plus l'infini, moins 1 si c'est moins l'infini. Mais le problème, ça va être le vecteur Uθ, parce que là, quand θ tend vers plus l'infini, ou quand θ tend vers moins l'infini, il n'y a pas de limite, hein, ni en plus l'infini, ni en moins l'infini. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de direction asymptotique. Conclusion, si θ0 appartient à R bar, est une borne ouverte de I, et que la limite de ρθ est égale à plus ou moins l'infini quand θ tend vers θ0, il y aura une branche infinie. Si θ0 est plus ou moins l'infini, il n'y a pas de direction asymptotique, et si θ0 appartient à R, il y a une direction asymptotique qui est donnée par U0 si la limite de ρ est égale à plus l'infini, et moins U0 sinon. Alors, dans ce cas-là seulement, se pose la question de l'asymptote. Donc, θ0 appartient à R, borne ouverte, et on a une direction asymptotique, une branche infinie et une direction asymptotique. Alors, la limite de OM θ, quand θ tend vers θ0 est égal à plus l'infini, donc forcément, sur un voisinage de θ0, on aura M différent de O. L'asymptote éventuelle delta a pour direction U0, donc elle aura dans le repère U0, U'0, elle aura une équation Y est égale à K, repère qui est orthonormé direct. D'accord? Elle aura, voilà, puisqu'elle est parallèle. Donc, j'ai M qui a M, c'est-à-dire Fθ, hein, qui a pour coordonnées ρθ, cosinus θ, ρθ, sinus θ, dans ce repère, et comme coordonnée XY dans le repère O, U0, U'0. La matrice de passage de IJ à ça, ben c'est ça, et je dois avoir XY qui est égal à P-1 fois ces coordonnées-là. P-1, voilà, j'ai une matrice d'une rotation, donc l'inverse c'est la rotation d'angle moins θ0, donc ça donne ça, multiplié par ça, et c'est le Y qui m'intéresse, je vois que le Y va être égal à ρθ
facteur de sinus θ cosinus θ0 moins cosinus θ sinus θ0, c'est-à-dire rho θ sinus de θ moins θ0. Donc si la distance, alors elle est égale à quoi cette distance? Elle est égale à ça. Ça, moins k, la distance entre m et delta va être égale à, c'est y moins k, hein, c'est-à-dire que la droite delta, je ne l'ai pas figuré ici, mais elle a une équation y égale k, et donc, et puis l'autre, le y de m, c'est ça, et donc c'est la différence entre les deux y en valeur absolue. Donc ça nous fait ça. Il faut que ça tende vers 0 quand θ tend vers θ0, et ça c'est possible uniquement si et seulement si la limite de ρ sinus θ moins θ0 est égale à k quand θ tend vers θ0. Donc, dans le cas où il y a une borne infinie et une direction asymptotique u0, eh bien, il y a une asymptote delta, si et seulement si la limite de ρ θ sinus θ moins θ0 quand θ tend vers θ0 est égale à un nombre réel k. Et alors, l'asymptote a pour équation y égale k dans le repère O, u0, u'0. Remarque que si la limite de ρ θ quand θ tend vers θ0 est égale à plus l'infini, je garde la notation précédente, la courbe tourne infiniment autour de f et OM tend vers plus l'infini. Bon, si ρ est croissant, on a ce qu'on appelle une vraie spirale, c'est-à-dire qu'on s'écarte de plus en plus du centre O. Si la limite de valeur absolue de ρ θ est égale à A, qu'elle est positive, quand θ tend vers plus l'infini, le cercle tourne infiniment en se rapprochant du cercle de centre O et de rayon A. Donc voilà le cercle de centre O et de rayon A. Donc il se rapproche indéfiniment. Alors ça peut être à l'intérieur, ça peut être à l'extérieur, ça peut être un cheval sur les deux. On dit que O est un point asymptote à la courbe. Période. Donc on a toujours ρ défini sur l'intervalle grand R, à valeur dans R. T périodique. Donc là, on suppose qu'il y a une plus petite période positive. Si t sur 2π est un entier naturel, c'est-à-dire t est égal à 2nπ. Bon, bah, j'ai m qui est égal à O plus ρ θ uθ avec les notations habituelles, et m de θ plus π qui va être égal à ça. Et ce vecteur uθ plus t, pardon, ça nous fait ça, et donc c'est uθ, puisque ça fait cosinus θ, sinus θ. Et donc, j'ai ça, et donc j'ai m de θ plus t qui est égal à mθ. Donc t est une période pour m, et donc on étudie sur un intervalle de longueur 2nπ, et on a toute la courbe. Si t est égal à... Enfin, si t sur 2π est un nombre rationnel q, positif, hein, alors il y a n et m, tel que q est égal à n sur m, premier entre eux, et u de θ plus t, bah, c'est toujours pareil, ça nous fait ça. Et ρ de θ plus t, lui, ça fait ρ θ, bien sûr. Donc on va obtenir m'. Alors m', c'est-à-dire, c'est m en θ plus t. Hein. Ça va faire ça. D'accord? Et m de θ plus t, je vois qu'il se déduit de mθ en faisant une rotation d'angle 2nπ sur m. Bon. Donc, si je fais m au total, m rotations comme ça, je vais finir par avoir ρ θ cosinus θ, ρ θ sinus θ. Et donc, je vais faire toute la courbe en effectuant en fait n rotations R de centre O et donc 2nπ sur m. Puisque m de θ plus t se déduit de mθ par cette rotation. Donc R à la puissance m de m, ça nous fait m' ρ θ cosinus θ plus nπ, hein, et sinus θ plus nπ égale m. Et donc voilà, il faut que je fasse n, je l'étudie d'abord sur cet intervalle, et ensuite je fais n-1 rotation. Hein, donc j'étudie sur cet intervalle, et je fais n-1 rotation. Si t sur 2π est irrationnel, bon, bah, on étudie sur alpha, alpha plus t, et puis après, bah, là, on aura beau faire 1, 2, 3, 4, 5 rotations, on n'arrivera jamais à revenir à m,
Donc il faudra faire une infinité de rotations pour obtenir toute la courbe. En pratique, on n'aura presque jamais, on n'aura jamais à étudier des exemples comme ça. Les symétries nous permettent aussi de restreindre l'intervalle d'étude. Donc j'ai ρ défini sur R. Supposons qu'il existe A appartenant à R, tel que l'on met ça, quel que soit θ appartenant à R. Alors le point M A moins θ est égal à ρ de A moins θ, c'est-à-dire ρθ, et le vecteur U en A moins θ. Considérons oméga qui fait un angle de A sur 2 avec I. Donc ici, unitaire. Donc ici, le oméga en question, il est sur cette droite. Oméga. Il fait un angle A sur 2. Et delta, cette droite-là, passant par O avec le vecteur unitaire oméga. M égale ρθ uθ, c'est-à-dire m de θ. Si ρθ est positif, l'angle IOM est égal à θ. Oméga OM va donc être égal à IOM moins I oméga, c'est-à-dire θ moins A sur 2. Et M', soit M' égale le symétrique de M par rapport à delta. Donc je vais avoir OM' égale OM, c'est-à-dire Oθ, et oméga OM' qui va être égal à l'opposé, c'est-à-dire A sur 2 moins θ. Et IOM' qui va être égal à I oméga plus oméga OM'. I oméga, c'est-à-dire A sur 2 plus A sur 2 moins θ, c'est-à-dire A moins θ. D'accord? Et il faut bien voir que OM' est égal à ρθ, c'est-à-dire à ρ de A moins θ. Donc en fait, je trouve que M de A moins θ est égal à sigma delta de M de θ. Donc on peut étudier la courbe sur A plus l'infini, puis par symétrie sigma delta, on obtient toute la courbe. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive si ρθ est négatif? OM est égal à moins ρθ, vecteur OM est égal à ρθ uθ qui fait, alors je remplace, sachant que OM est égal à moins ρθ, je compense en prenant uθ plus pi. Donc l'angle IOM est égal à θ plus pi au lieu de faire θ. Oméga OM est égal à IOM moins I oméga, donc ça nous fait θ plus pi moins A sur 2. M', le symétrique de M par rapport à delta. Donc je vais avoir OM' égale OM, c'est-à-dire moins ρθ. L'angle oméga OM' est égal à IOM'. Alors IOM', non, oméga OM', ça doit être égal à l'opposé de oméga OM, donc ça fait moins θ moins pi moins plus A sur 2. Et IOM' est égal à I oméga, c'est-à-dire A sur 2, plus oméga OM', c'est-à-dire moins θ moins pi plus A sur 2. Donc ça fait A moins θ moins pi. Le vecteur OM', alors j'avais dit que la longueur OM' c'est moins ρθ. Donc ça fait moins ρθ, U de A moins θ moins pi. Et donc j'obtiens ρ de A moins θ, pardon, ça c'est ρ de A moins θ. U de, oui, c'est ce que j'ai écrit, hein. En fait c'est moins ρ de θ, voilà, U de A moins θ, et donc ça fait ρ de A moins θ, U de A moins θ, donc j'obtiens encore que le symétrique de M de θ est M de A moins θ. Donc j'ai le même résultat que ici. Résultat qui reste vrai si ρθ est égal à 0, puisqu'à ce moment-là, j'ai M qui est en haut, et donc le symétrique de M par rapport à delta, c'est lui-même. Enfin, une autre forme de symétrie, enfin c'est d'ailleurs la même forme de symétrie, si ρ de A moins θ, toujours sur R, est égal à moins ρ de θ, alors ça veut dire que ρ de A moins θ, U de A moins θ est égal à moins ρ de θ, U de A moins θ, et ça fait ρ de θ, U de A plus pi moins θ. Or, ce point-là, ρθ U de A plus pi moins θ, d'après ce qu'on a vu avant, c'est sigma delta, ça veut dire qu'on a remplacé A par A plus pi. Donc c'est sigma delta du point M de θ, où delta est la droite O U A plus pi sur 2. Voilà.
Donc là, au lieu de faire la symétrie par rapport à une droite d'angle A sur 2 par rapport aux abscisses, là on fait par rapport à une droite d'angle A plus pi sur 2. On voit un premier exemple d'étude de courbe définie par une équation polaire avec ρθ égale θ sur θ moins 1 sur R privé de 1. Donc c'est infini et continue, fait infini sur ces deux intervalles. Bon, l'étude des variations de θ est évidente, je vous laisse le vérifier. Limite de ρ en plus l'infini est égale à limite de ρ en moins l'infini est égal à 1. Ça nous donne un cercle unité asymptote. Et limite de ρ en 1 et en 1 plus et en 1 moins est égal à moins l'infini et plus l'infini, c'est bien qu'il y a des branches infinies. On peut se poser la question de l'asymptote en étudiant la limite de ρθ sinus θ moins 1 quand θ tend vers 1. Donc on peut l'écrire θ sur θ moins 1 sinus. En remplaçant θ par 1 plus h, ça nous fait ça. Et en prenant un développement limité d'ordre 3, on divise par h, ça fait ça. Et en prenant le terme prépondérant, 1 plus h plus négligeable devant h. Ça tend vers 1 en étant supérieur à 1 si h est positif, inférieur à 1 si h est négatif. Donc on a bien la droite delta, l'équation y égale 1 dans ce repère U1. Alors U1 c'est un radian de celui-là, U'1, et la droite donc qui se situe à la distance 1. Le cercle de rayon 1, centre haut, et donc cette droite delta. Alors, si je pars par exemple de 0, alors 0 est un point régulier, parce que la dérivée ρ' est égale en 0 à moins 1, je calcule ici, donc ici ça fait ça, et de 0 quand θ va de 0 à 1, ρ diminue à moins l'infini, donc on va dans ce sens-là, vers la gauche, voilà, et on se rapproche de l'asymptote. Et de 0 à moins l'infini, et bien de 0 à moins l'infini, on s'enroule à l'intérieur du cercle en étant de plus en plus près du cercle. Et puis, entre 1 et plus l'infini, alors il faudrait partir de 2 par exemple, et de regarder, quand on tend vers plus l'infini, eh bien, on s'enroule à l'extérieur du cercle, en étant de plus en plus près. Alors 2 radians, ça me mettrait par là, quoi. D'accord? On s'enroule. Et sinon, de 2 à plus l'infini, on va se rapprocher de 1 en étant positif. Voilà. Donc, comme c'est défini sur 2 intervalles, évidemment, on a 2 parties dans cette courbe. Alors, il faut imaginer que là, on s'enroule indéfiniment autour du cercle, en étant de plus en plus près, et là, pareil, mais à l'extérieur du cercle. On voit un second exemple d'étude d'une courbe définie en polaire, donc ici par cette formule ρ égale sinus 4θ sur R. Sa période c'est 2π sur 4 égale π sur 2, c'est-à-dire qu'on a ça. Et on fait donc l'étude sur 0π sur 2, puis 3 rotations de centre haut et d'angle π sur 2. On remarque aussi que ρ de π sur 2 moins θ, qui est égal à sinus de 4 π sur 2 moins θ, va nous faire sinus de 2π moins 4θ. Et donc ça va nous faire moins ρ de θ, ce qui veut dire qu'il y a une symétrie par rapport à la droite qui passe par O et qui a pour angle π sur 4 avec les abscisses, c'est-à-dire cette droite-là. Donc on va d'abord, c'est-à-dire la première bisectrice. Donc on fait l'étude sur 0π sur 4. Bon, on a ρ' qui s'annule quand 4θ égale π sur 2 plus kπ. Alors sur 0π sur 4, ça nous donne uniquement π sur 8. Et donc ρ' qui vaut 4 en 0, moins 4 en π sur 4. 0 donc en π sur 8, c'est croissant, décroissant. ρ en 0, ça nous fait 0. Et en π sur 4, ça nous fait 0 aussi. Voilà. Le vecteur qui dirige la tangente, c'est celui-là, dm sur dθ. Donc ici, en 0, ρ' vaut 4 et ρ vaut 0, donc ça fait 4, c'est ρ' U0, donc 4 U0.
En pi sur 8, ρ vaut 0 et ρ' vaut 1, donc c'est 1 u' en pi sur 8. Et en pi sur 4, ça nous fait moins 4 u pi sur 4. Alors, on part de θ égale 0, où on a ici donc u0 qui est comme ça, on a une tangente horizontale, ρ augmente, θ augmente aussi, jusqu'à pi sur 8, et là, pi sur 8, la tangente est dirigée par u'. Alors u pi sur 8, il est comme ça, u', il est comme ça, il est orthogonal. Donc voilà, j'ai la tangente, et ensuite ρ diminue, alors que θ continue à augmenter. Et puis on arrive ici, donc là j'ai u de pi sur 4 pour la tangente, donc ça correspond exactement à ça. Voilà, et donc là j'ai fait sur 0 pi sur 4, et par la symétrie par rapport à cette droite, j'ai l'autre partie qui me permet d'avoir la courbe sur... Non, j'ai fait sur 0 pi sur 4, oui, et donc j'ai la courbe sur 0 pi sur 2. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire 3 autres rotations de ça. Donc une ici et une ici, et j'obtiens la courbe complète. Comme troisième exemple, j'ai pris la cardioïde. L'équation polaire ρ égale a facteur de 1 plus cosinus θ avec a strictement positif. Donc ρ c'est infini, 2 pi périodique, donc on étudie entre moins pi et pi. En moins θ, f de moins θ est égal à ρ de moins θ, u de moins θ, mais ρ est pair. Donc ça va faire ρ de θ, u de moins θ. Donc si je marque ici l'angle θ, j'ai l'angle moins θ, ils ont le même ρ, voyons ρ. Donc les points sont symétriques. Donc m' qui correspond à moins θ est symétrique de m qui correspond à θ. Donc je vais étudier la courbe entre 0 et pi, je ferai une symétrie par rapport aux x. ρ' est égal à moins 1 sinus θ qui est négatif entre 0 et pi. Donc ρ est décroissante, ρ' de plus s'annule en 0 et en pi. Et ρ en pi vaut 0 aussi. Donc étudions justement ce cas-là, et où la dérivée est nulle, puisque ρ' plus ρu' est égal à 0. Donc je vais étudier f seconde, donc je redérive ça, ρ seconde u plus ρ' plus ρ' u plus ρ u seconde, mais u seconde c'est moins u. Donc j'ai directement la formule que je vous conseille de connaître, ρ seconde moins ρ u plus 2 ρ' u', et dans lesquels ici ρ et ρ' sont nuls, donc il reste le ρ seconde u. Alors ρ seconde u, je suis en pi, donc ρ seconde c'est moins a cosinus θ, donc moins a cosinus pi, u pi, donc ça fait a u pi. Alors u pi c'est quoi? Le vecteur u pi c'est celui-là, d'accord? Donc je vais avoir une tangente horizontale. Alors la courbe là, ρ il est toujours positif, donc quand je fais varier l'angle entre 0 et pi, je vais rester toujours au-dessus de l'axe des x. D'accord? Je vais toujours tourner comme ça. Alors maintenant en θ égale 0, même formule, et donc je vais obtenir en θ égale 0, j'ai ρ' qui est nul, donc il va me rester que ρ0 u', et ρ de 0 c'est 2a, et alors u', u est égal à 0, donc le u il est comme ça, et le u' il est comme ça. Donc en fait, 2a u' c'est 2aj, et j'ai une tangente verticale. Voilà. Alors donc, si je pars de 0 avec une tangente verticale, j'ai vu que je tourne comme ça, et en pi j'arrive avec une tangente horizontale. Je soupçonne qu'il va y avoir des tangentes verticales et horizontales. Je cherche les tangentes horizontales sur 0 pi. Donc toujours la même formule, ρ' u plus ρ u', et je mets ensemble les i et je mets ensemble les j. Dire qu'il y a une tangente horizontale, c'est-à-dire que la composante en j, donc ρ' sinus θ plus cosinus θ ρ est égal à 0. Bon, comme ρ' c'est moins a sinus θ, j'obtiens ça, et puis ρ cosinus θ, ça revient à multiplier ça par cosinus θ, j'obtiens ça. Donc ça veut dire, puisque cosinus carré moins sinus carré est égal à cosinus de θ, ça équivaut à dire ça, et donc cosinus de 2θ est égal à moins cosinus θ, c'est-à-dire à cosinus de pi moins θ. Ce qui veut dire que 2θ égale pi moins θ plus 2 pi, ou l'opposé, c'est-à-dire moins pi plus θ plus 2 pi.
Donc dans ce cas-là, ça fait θ égale pi sur 3 plus 2k pi sur 3. C'est ça. Et dans ce cas-là, ça fait θ égale moins pi, c'est pareil que pi, hein, plus 2k pi. Donc pi plus 2k pi, c'est pi plus 2k pi. Alors en fait, sur cet intervalle ouvert 0, 0 pi, je ne peux pas avoir ça, mais je peux avoir ça pour k égale 0. Et donc ça me fait pi sur 3. Et ρ pi sur 3, cosinus pi sur 3 c'est 1,5, ça fait 3,5 de A. D'accord? Donc à un moment donné, pour pi sur 3, je vais passer par 1,5A, là, ici. Alors ça c'est tangente horizontale, tangente verticale, ben, c'est quand la composante en I est nulle. Donc la composante en I c'est ρ' cosinus θ moins ρ sinus θ. Et je remplace ρ' par moins A sinus θ. D'accord? Et je remplace ρ. Et puis je développe. Et comme j'ai sinus θ, cosinus θ qui apparaît deux fois, donc 2 sinus θ, cosinus θ, ça fait sinus de 2θ. Et donc ça revient à dire que moins A sinus de 2θ, moins A sinus θ est égal à 0, donc ça équivaut à dire ça. Donc ça équivaut à dire ça. Et donc ça c'est sinus de moins θ, donc ça équivaut à dire que 2θ égale moins θ plus 2k pi, ou que 2θ est égal à pi moins θ plus 2k pi. Donc ça nous fait θ égale 2k pi sur 3, et l'autre nous fait que moins θ ça fait θ, donc θ égale pi plus 2k pi. Donc ça c'est impossible, pi plus 2k pi. Donc, et ça c'est possible que quand k vaut 1, entre 0 et pi, hein, comme ça. Donc ça me donne à ce moment-là 2pi sur 3, ρ de pi sur 3, ben, cosinus de 2pi sur 3 c'est moins 1,5, donc ça fait 1,5 de A. Voilà. Donc ça va passer à un moment donné, j'aurai une tangente verticale là pour A sur 2. Donc en fait je vais rejoindre tous ces points que je viens de construire. Hein. En θ égale 0, ça passe par là avec une tangente verticale. En θ égale pi sur 3, ça passe par là avec une tangente horizontale. En θ égale 2, pi sur 3, pardon. En θ égale 2 pi sur 3, ça passe par là avec une tangente verticale. Donc ici j'avais 2A, ici j'avais 1,5A, ici j'ai A sur 2. Voilà. Et puis j'ai A quand θ vaut pi sur 2. Pi sur 2, ça va être là. Alors, je peux l'étudier ce cas-là. Hein. A égale pi sur 2, ça me fait ρ de pi sur 2 égale A. Donc f' de pi sur 2, bah, ça fait... Je réutilise toujours les mêmes formules. ρ' en pi sur 2, U en pi sur 2. Alors ρ' en pi sur 2, c'est moins A sinus pi sur 2, donc ça fait moins A, plus A U', hein, puisqu'en pi sur 2, cosinus est nul. Donc ça fait ρ vaut A, U' en pi sur 2. Alors U en pi sur 2, c'est J, hein, donc ça fait moins AJ. Et puis U', bah, U', ça va être moins I. Donc j'obtiens ça. Donc en fait, j'obtiens que pour θ égale pi sur 2, hein, c'est quelque part par là, je vais avoir une tangente, une tangente de pi sur 4 en fait. Hein. Voilà, plutôt dans l'autre sens. Voilà. Tangente de pi sur 4, hein, ici. Alors il faut imaginer par contre, qu'est-ce que j'ai dit pour ρ il vaut A. Voilà, je ne suis pas tout à fait vrai sur mon dessin. Voilà, donc je rejoins tous ces points, avec ma tangente horizontale ici, puis je fais une symétrie, et j'obtiens enfin cette courbe-là qui s'appelle une cardioïde. Un dernier exemple d'une courbe définie par une équation polaire. Ρ égale 1 plus tangente θ sur 2 sur cet intervalle, c'est infini, donc ρ' strictement positif, et ρ qui vaut 0 quand tangente θ sur 2 égale moins 1, c'est-à-dire θ sur 2 égale moins pi sur 4, c'est-à-dire θ égale moins pi sur 2. Le tableau de variation avec ρ strictement croissante de moins l'infini à plus l'infini, c'est évident, hein, parce que en moins pi ça fait moins pi sur 2, donc moins l'infini, en pi ça fait une tangente pi sur 2 plus l'infini. Donc il y a des branches infinies en moins pi et en pi. En moins pi, on étudie l'asymptote avec x, et je pose x égale ρθ sinus de θ moins pi, qui fait moins sinus θ, qui fait 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. Il y a des simplifications. Et
je trouve que ça tend vers 0, moins 1, c'est-à-dire moins 2. Donc il y a une asymptote delta d'équation y égale moins 2 dans le repère u moins pi. Alors u moins pi c'est ça, u prime moins pi. Alors θ moins 2 dans ce repère, ça correspond à θ égale 2 dans le repère OIJ. Donc l'équation c'est y égale 2 dans ce repère. Position de la courbe par rapport à l'asymptote en posant h égale θ moins pi. Et donc ça me fait moins sinus de h moins pi plus cosinus de h moins pi, donc ça fait ça. Je fais un petit développement limité d'ordre 2 et j'obtiens moins 2 plus h plus taux de h en développement limité d'ordre 1 avec un h qui est positif. Et donc je suis en dessous de moins 2 dans ce repère. Oui, h est positif, donc ça veut dire que je suis au-dessus de moins 2 dans ce repère. Donc quand je passe dans l'autre repère, je suis en dessous de 2. Courbe au-dessous de delta. En pi, je fais la même chose, c'est ρθ sinus θ moins pi, et comme sinus θ moins pi, c'est pareil que sinus θ plus pi, j'obtiens le même résultat. Ça tend vers moins 2 quand θ tend vers pi, parce que ça fait 0, moins 2. Donc, même asymptote, y égale 2 dans OIJ, parce que les vecteurs upi et u'pi, ils n'ont pas changé. Avec h égale θ moins pi, j'obtiens x égale ça, puis ça. Mais cette fois-ci, avec un h qui est négatif, je suis en dessous de moins 2. Dans ce repère-là. Autrement dit, au-dessus de 2, dans le repère OIJ. Voilà. Courbe au-dessus de l'asymptote. La dérivée en θ égale 0, donc c'est un point régulier. D'accord ? Avec en U'0, G1, donc une pente qui est égale à 2, en fait. Hein. En pi sur 2. En pi sur 2, m' est égal à ça, donc ça me fait ça. Là, c'est une pente qui est égale aussi... alors là, c'est u pi sur 2. Alors attention, hein, parce que là, c'est u0 et u pi sur 2. Là, c'est u pi sur 2, il est comme ça, et l'autre est comme ça. D'accord? Donc ça me fait une pente comme ça. En moins pi sur 2, eh bien, en moins pi sur 2, là, le coefficient est 0. Donc ça fait ρ', c'est-à-dire 1 u moins pi sur 2. Et là, en moins pi sur 2, bah, évidemment, là, je suis sur une tangente verticale. Alors, les courbes, je pars de θ égale 0, je suis là. Et alors, θ égale 0, oui, je suis là. Et j'augmente θ. Donc, j'augmente θ et ρ augmente. D'accord? Et puis, je me retrouve au-dessus de l'asymptote. Alors, à un moment donné, en pi sur 2, je passe par 2. Dans l'autre sens, ρ diminue. Il est positif jusqu'à devenir nul. Et là, il devient négatif. Alors, θ, lui, est en dessous de moins pi sur 2, donc il est comme ça, mettons. Mais ρ est négatif, donc il va dans l'autre sens. Donc, je fais ça, sous l'asymptote. Et donc, je vois bien qu'à un moment donné, il y a une branche qui coupe l'autre. Donc, il y aurait un point double. Alors, je cherche les points doubles. Alors, c'est pas haut, il passe qu'une fois en haut. Donc, il faut avoir ρ de x, ux égale ρ y, uy, avec x inférieur à y. Donc, comme les vecteurs sont unitaires en valeur absolue, c'est égal, mais comme ρ est strictement croissante, ça veut dire que ρx et ρy sont opposés. Et donc, x et y sont opposés, donc y égale x plus pi. Et donc, ça fait, en remplaçant x par y moins pi, ça fait 1 plus tangente x, ça fait ça, égale moins ρ de y, donc moins 1, moins tangente y sur 2. Ça, c'est moins tangente pi sur 2 moins y sur 2. Et le pi sur 2 moins y sur 2, ça change le cosinus en sinus, et donc je vais me retrouver avec moins 1 sur tangente y sur 2. Égal ça. Alors, ça je peux l'écrire, hein, parce que y, il n'est pas égal à pi, on est d'accord. Hein. Pas égal à pi, ils sont exclus, ni à moins pi. Donc, ça me donne ça. Et de ça, j'obtiens ça. Alors, j'obtiens ça parce que je suis sûr qu'ici, tangente carré y sur 2 ne va pas être égal à 1. Parce que tangente y sur 2 ne va pas être égal à plus ou moins 1. Tout simplement parce que y n'est pas
il faudrait que y sur 2 soit pi sur 4 ou moins pi sur 4. Donc il faudrait que y soit pi sur 2 ou moins pi sur 2. D'accord? Bon, il peut pas être moins pi sur 2 parce que, si, non, il peut pas être moins pi sur 2 parce que x, à ce moment-là, sera inférieur à moins pi. Mais il pourrait être pi sur 2, le y. Et si y était pi sur 2, le x serait moins pi sur 2 et on voit bien que les ρ sont pas opposés comme ils devraient l'être. Donc, de ça, j'en déduis que ce truc-là, hein, puisque je redivisé, hein, c'est-à-dire que j'ai fait passer le 1 de côté. Non, j'ai fait passer 1 moins tangente carré de côté, et il me reste 2, et quand je divise, ça fait ça. Et là, je reconnais tangente y, hein, parce que justement, le y n'est pas égal à pi sur 2, ni à moins pi sur 2. Tangente y égale 1, bah, ça fait y égale pi sur 4 ou moins 3 pi sur 4. Mais si je prends pi sur 4, ça fait x égale moins 3 pi sur 4, c'est bon, je suis dans l'intervalle. Mais si je prends moins 3 pi sur 4, eh bien moins 3 pi sur 4 moins x pour avoir moins pi pour avoir x, ça me ferait moins 7 pi sur 4, et là je suis en dehors de l'intervalle. Donc ce cas-là n'est pas possible. Donc en fait j'ai x égale moins 3 pi sur 4, et y égale pi sur 4. Et bon, après, il faut vérifier que ça marche, hein. C'est-à-dire, mais bon, ça vient de tout ce que j'ai fait avant, mais on pourrait, je ne l'ai pas fait, hein, cette petite vérification, vérifier que les vecteurs sont opposés. Ben, ça c'est évident puisqu'ils diffèrent de pi. Mais maintenant que ρ est opposé, alors là c'est 1 plus tangente pi sur 8, hein, il faudrait vérifier que c'est l'opposé de 1 plus tangente moins pi sur 8. D'accord? Non. Que c'est l'opposé de... Alors j'ai pris pi sur 8. Que c'est l'opposé de 1 plus tangente moins 3 pi sur 8. Voilà. Ça je ne l'ai pas fait. Mais voilà. C'est un calcul que vous pouvez faire vous-même. Donc il y a un point double ici, et j'ai bien la courbe.